Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un monument de la pensée, un livre qui a vraiment dynamité notre vision des sociétés dites sauvages. Je parle bien sûr de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Absolument. On a tous un peu cette image d'Épinal, d'une pensée magique, un peu simple, prélogique. Et Lévi-Strauss, lui, arrive et nous dit attention, vous n'y êtes pas du tout. Ce que vous prenez pour du désordre, c'est en fait un ordre d'une complexité folle. C'est exactement ça. Et notre exploration aujourd'hui, en s'appuyant sur des extraits du livre, c'est de décortiquer cette fameuse pensée sauvage. Et le premier malentendu à dissiper, il est énorme, c'est que ce n'est pas la pensée de sauvage. Ah voilà. Lévi-Strauss utilise le mot sauvage un peu comme on le fait pour les fleurs sauvages. C'est l'état non domestiqué, non cultivé par la science moderne. C'est une autre modalité de l'esprit humain. Elle existe en parallèle de notre pensée scientifique. Ce n'est pas une version archaïque. D'accord. Donc on ne parle pas d'une étape d'avant, mais d'une voie parallèle. Et cette voie, il la qualifie de science du concret. L'expression est assez paradoxale. La science, pour nous, c'est l'abstraction, les formules. C'est le cœur de son argumentation. Comment une science peut-elle être concrète? Il nous invite à avoir une forme de rigueur intellectuelle qui ne passe pas par l'abstraction, mais par une connaissance encyclopédique du monde sensible. Et pour nous le faire comprendre, il utilise des exemples qui sont de vraies leçons d'humilité. Oui, j'ai été frappé par celui des Indiens Tewa du Nouveau-Mexique. Lévi-Strauss raconte que des botanistes galéraient à avoir des infos sur des conifères. Mhm. Pourquoi? Parce que les Tewa, eux, n'avaient pas de mot pour conifères en général, mais un nom spécifique pour chaque type de genévrier, chaque type de pin, une distinction que, soyons honnêtes, 99% d'entre nous serions incapables de faire. Et on l'a tous un peu vécu, ce sentiment, qui peut nommer plus de 5 arbres en forêt avec certitude. On a perdu ça. L'anecdote de l'ethnologue E. Smith Bowen, en Afrique, est encore plus parlante. Ah oui? Elle arrive sur le terrain, avec tout son savoir universitaire, et elle se sent complètement idiote. Elle raconte que des enfants de 10 ans connaissent des centaines de plantes, leurs usages médicinaux, culinaires, rituels, alors elle avoue ne pas savoir faire la différence entre un bégonia et un dahlia. C'est une véritable humiliation botanique, en fait. Complètement. Et le texte enchaîne avec l'exemple de Langba, ce guide Anunuo aux Philippines. Lui, c'est une sorte de super-héros de la botanique. Ah oui, c'est impressionnant. En pleine marche, il s'arrête, il prend une écorce pour faire un répulsif à son su, il déterre une orchidée pour un usage magique. C'est une bibliothèque ambulante. Et c'est précisément ça, la science du concret. Ce n'est pas une connaissance approximative, c'est une connaissance intime, totale, basée sur les qualités sensibles, les couleurs, les textures, les odeurs. Elle est tournée vers l'organisation de l'environnement immédiat. Lévi-Strauss l'oppose à la science moderne qui, elle, s'éloigne du sensible. D'accord. La science moderne va créer de toutes pièces un métier à tisser pour faire de la dentelle. La pensée sauvage, elle, va plutôt représenter la dentelle sur une toile, à échelle réduite. C'est l'art. Il fait une distinction très fine, là, entre métonymie et métaphore, c'est bien ça, hein? La science qui remplace la chose par sa cause. Exactement. Et la pensée sauvage qui en crée un modèle réduit, une métaphore. Ce n'est pas moins logique, ça opère juste à un autre niveau. C'est une pensée qui classe le monde de manière exhaustive. Rien n'est laissé de côté. D'accord. Donc on a cette base de données phénoménale sur le monde naturel, mais comment est-ce qu'on passe de «je connais cette plante» à «je construis un système social complet»? Quel est le pont? C'est là que le génie de Lévi-Strauss éclate. Le pont, c'est le totémisme. Mais là encore, Ah, le totémisme. il faut jeter à la poubelle l'idée de l'adoration d'un animal ancêtre. C'est une erreur d'interprétation totale pour lui. Le totémisme, ce n'est pas une religion, c'est un outil. Un outil intellectuel. Une logique? Précisément. Le principe est d'une simplicité lumineuse. On utilise la diversité qu'on voit dans la nature, les différences entre les espèces, comme un modèle pour penser la diversité des groupes sociaux. La fameuse formule, c'est la différence entre mon clan, le clan A, et ton clan, le clan B. Elle est comme la différence entre l'aigle et l'ours. Donc les espèces sont choisies non pas parce qu'elles sont bonnes à manger. Mais parce qu'elles sont bonnes à penser. Exactement. Le texte donne des exemples très parlants de ça. Chez les Luapula, en Afrique, les relations de plaisanterie entre les clans Oui, sont calquées sur des relations naturelles. Le clan du léopard plaisante avec celui de la chèvre parce que, parce que le léopard mange la chèvre, et le clan du champignon plaisante avec celui de la termitière. logique parce que les champignons poussent sur les termitières. Voilà. La structure sociale est une transposition directe de la structure naturelle.
c'est un système global et cohérent. D'accord. Et ce qui prouve que c'est une logique formelle, c'est qu'un même élément, disons l'abeille, peut avoir des significations totalement différentes selon le critère choisi. Chez les nuaires, l'abeille est associée au python, Au python, pourquoi? à cause de leur corps tacheté. Le critère, c'est juste la ressemblance visuelle, c'est purement formel. D'accord, je vois. Mais dans d'autres cultures, l'abeille, c'est la fabricantesse de miel. Du coup, elle sera associée aux artisans du village, les potiers, les forgerons. Le critère, c'est la fonction. Le choix du critère est culturel, arbitraire. Mais une fois qu'il est fait, le système qui en découle est d'une rigueur implacable. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'ours en lui-même. C'est le fait que l'ours n'est pas l'aigle. C'est ça. Et que cette différence-là, on peut la mettre en parallèle avec la différence entre mon clan et le tien. C'est un pur système de relations. Tout à fait. Cette idée de système qui fonctionne par opposition, par inversion, on la retrouve ailleurs, hein, au-delà de la classification des clans. Absolument. Et c'est là que l'analyse devient vertigineuse. Lévi-Strauss l'applique aux grandes règles de la vie sociale, comme les règles de mariage. Il propose une comparaison fondamentale entre le système totémique des aborigènes australiens et le système des castes en Inde. Deux systèmes qui, à première vue, sont aux antipodes. L'un prône le mélange, l'autre la séparation la plus stricte. Exactement. Mais il montre qu'ils reposent sur la même logique, simplement inversée. D'abord, les systèmes totémiques australiens. Le modèle de la diversité, c'est la nature, l'hétérogénéité des espèces. D'accord. Les groupes sociaux, les clans, sont donc conçus comme des espèces différentes. La conséquence logique, c'est l'exogamie. C'est-à-dire qu'on doit se marier à l'extérieur. On doit échanger les femmes car elles sont perçues comme appartenant à des clans, espèces, culturellement différents. On crée une différence culturelle pour obliger à l'échange, au lien social. C'est ça. Maintenant, le système des castes en Inde. Le modèle de la diversité, il n'est plus naturel, il est culturel. C'est l'hétérogénéité des métiers. Les prêtres, les guerriers, les artisans. Voilà, chaque caste a sa spécialité. La conséquence logique est l'inverse, c'est l'endogamie. On ne se mélange pas. On ne peut pas échanger les femmes. Parce que les castes, qui sont culturellement distinctes, ne doivent surtout pas se mélanger. On postule donc qu'elles sont aussi naturellement hétérogènes. C'est une structure intellectuelle magnifique. Un chiasme parfait. Mais les conséquences humaines sont énormes. D'un côté, on oblige à l'alliance, de l'autre, on enferme. Il ne le commente pas en termes de jugement moral, ce n'est pas son but. Ce qui le fascine, c'est la structure logique. Les deux systèmes répondent à la même question, comment gérer la relation entre le même et l'autre. C'est fascinant. Et pour renforcer ça, il souligne l'analogie quasi universelle entre manger et copuler. Les règles sur avec qui on peut partager un repas sont souvent les mêmes que celles du mariage. Cette rigueur logique, cette pensée par opposition, on la retrouve ailleurs. Vous parliez de la distinction entre les jeux et les rituels. Ça m'a paru très surprenant. Oui, c'est une de ces analyses les plus élégantes. Jeux et rituels sont structurellement inverses. Le jeu, ça part toujours d'une symétrie. Au début, tout le monde est égal devant la règle. D'accord. Le but du jeu, c'est de créer une asymétrie à la fin. Il y a un gagnant et un perdant. Le jeu crée de la différence. Alors que le rituel, c'est l'inverse. L'exact inverse. Le rituel part d'une asymétrie fondamentale. Le sacré et le profane. Les vivants et les morts. Et tout le but du rituel, c'est de créer un pont, une communication, une conjonction entre ces deux mondes. Il illustre ça avec l'exemple des rites funéraires des Indiens Fox qui est stupéfiant. Ils organisent une partie de jeu de balle. Oui, une partie où l'équipe des vivants joue contre une équipe qui représente le mort. Et le détail crucial, c'est que c'est truqué. C'est truqué pour que l'équipe du mort gagne à tous les coups. Les vivants font exprès de perdre. Mais pourquoi? Ils organisent un jeu en détruisant le principe même. C'est une pièce d'ingénierie psychologique et sociale extraordinaire. En laissant le mort gagner, il lui donne symboliquement l'illusion qu'il a tué les vivants. Cette victoire symbolique lui permet d'accepter son sort, de partir en paix et de ne pas venir hanter la communauté. C'est un jeu qui fonctionne comme un rituel. Exactement. Il part de la symétrie radicale, vivant-mort, et il crée une résolution. On a vu cette logique s'appliquer aux clans, aux règles de mariage, aux rituels. Ça semble tout englober. Mais est-ce que ça va jusqu'à l'individu? Ou est-ce que l'individu reste un atome non classé dans cet univers? Elle va jusqu'à lui. Et c'est peut-être l'idée la plus déroutante pour nous. La logique s'étend jusqu'à la personne, à travers le système des noms propres. Attendez, là je veux être sûre de bien comprendre.
Pour nous, un nom propre, c'est l'étiquette de notre singularité. C'est ce qui nous distingue. Vous dites que là, c'est le contraire. C'est presque le contraire, oui. Le nom propre n'est pas une étiquette arbitraire, c'est un outil de classification. Il situe la personne dans le grand système du monde. L'exemple des Wik-Mun-Kan en Australie est saisissant. Les noms ne sont pas des mots abstraits. Ce sont de petites phrases qui décrivent le totem du clan. Des phrases? Oui, pour un homme du clan du poisson Barramundi, les noms pourront être le Barramundi bouge sa queue en nageant ou le Barramundi a les yeux ouverts. C'est une vision de l'individu radicalement différente. Le nom n'est pas un marqueur d'unicité, c'est une définition de sa place dans le cosmos. Parfaitement. Un autre exemple, les Iroquois. Chaque clan a une liste finie de noms. Un enfant ne peut recevoir un nom que si celui-ci est libre, vacant, après la mort de son ancien porteur. Ah oui, donc le nom n'est pas une identité personnelle, c'est une position dans la structure, une case à occuper. C'est ça. L'individu est le gardien temporaire d'une fonction structurelle. On traite l'individu comme une espèce, en quelque sorte. Le nom sert à le classer, pas à l'opposer aux autres. C'est fou! La personne est presque secondaire par rapport à la structure. C'est une façon de s'assurer que même le particulier, l'individu, est réintégré dans l'ordre général du cosmos. Rien n'échappe à la grille. Si on fait le bilan, l'image qui se dégage est celle d'une pensée et d'une ambition folle. La pensée sauvage est tout sauf primitive. C'est une logique implacable de l'ordre. Mais au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas juste une curiosité ethnographique, le témoignage de mondes qui disparaissent? C'est la grande question. Et la conclusion de Lévi-Strauss est un non catégorique. Pour lui, cette pensée ne nous est absolument pas étrangère. Elle n'a pas disparu. C'est une modalité fondamentale, permanente de l'esprit humain. Elle opère encore en nous, à côté de notre rationalité scientifique. Il va même jusqu'à suggérer que la science la plus avancée redécouvre aujourd'hui cette logique. Comment ça? C'est un peu paradoxal. Pensez à la biologie moléculaire, à l'informatique. L'idée que l'univers, le vivant, peut être vu comme un ensemble de messages, de codes, d'informations. Le code génétique, le code binaire. Voilà, ça fait directement écho à cette pensée sauvage qui voit le monde sensible comme un système de signes à déchiffrer. Dans les deux cas, on postule qu'il y a un ordre caché sous le désordre parent, une grammaire à découvrir. C'est une perspective assez vertigineuse. La pensée sauvage ne serait pas l'enfance de la science, mais une sorte de jumelle qui ne dit pas son nom. C'est ça l'idée. Et ça nous amène à une pensée finale, une question pour notre propre monde. Lévi-Strauss nous montre que la pensée sauvage, ce n'est pas leur pensée, c'est aussi une part de la nôtre. Alors, si on accepte ça, on peut se poser la question, de la même manière que ces sociétés utilisaient les espèces naturelles pour penser leurs différences sociales, quels sont les totems de nos sociétés contemporaines? C'est-à-dire? Pensez aux marques, au style de vie, aux choix de consommation, aux objets technologiques. La distinction entre les utilisateurs d'Apple et ceux d'Android, par exemple. Oui. Ce n'est pas juste une question technique. C'est devenu un marqueur d'identité, de tribu, avec toute une mythologie derrière sur la créativité d'un côté, la liberté de l'autre. Pensez à la façon dont on se définit par la musique qu'on écoute, les vêtements qu'on porte. Ce ne sont pas que des goûts personnels, ce sont des opérateurs de distinction sociale. Qui fonctionne dans un système de différence? La logique fondamentale reste la même, Evelyne. Utiliser des éléments du monde extérieur, qu'ils soient naturels ou aujourd'hui manufacturés, pour construire du sens et des identités. La logique n'a pas changé, seuls les éléments ont été remplacés.